ça peut devenir une véritable galère. J'ai eu 5 pannes majeures. Ce que je vis actuellement, c'est une véritable mise en péril de mon projet d'aménagement et la mort du van à la fin. Et les premiers ennuis ont commencé très tôt, un mois seulement après l'achat, où le service se dégrade. Mais là où le bas blesse, c'est que ce produit, il a tendance à former des cristaux. C'est 25% plus cher. Mais moi, je trouve que ça manque un petit peu de professionnalisme, tout ça. Entre 1000 et 3000 euros. Ça ne remet pas en cause votre sécurité. Et là, Jean-Paul, il m'a littéralement ghosté. Comment on peut laisser venir un client en concession avec aucun voyant allumé et le laisser repartir avec des voyants allumés de manière permanente? Et il y a eu des projections plein de moteurs. Du coup, on appelle ça comment? De la désinvolture, de l'incompétence? Mais le coup de grâce arrive avec un deuxième coup de fil. Une nouvelle fois, c'est le moment de sortir le chéquier et là, franchement, ça fait mal. Dans mon cas, ça représente la moitié du prix d'achat du van. Que fait Stellantis? Cette histoire-là, si quelqu'un d'autre me l'avait raconté, j'y aurais pas cru. Peugeot, c'est fini. Hey hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu moins distrayante que d'habitude. Il y aura un petit peu moins de vannes, vous l'avez avec les 2 orthographes, parce que le van, j'en ai plus depuis 2 mois et voici mon destrier qui me transporte depuis que je suis en panne de Manuka. Et oui, je vous avais pas dit, je suis motard aussi. Ça fait 15 ans que je me régale avec cette machine, c'est un sprint testé de chez Triumph et je vous la présenterai en fin de vidéo. Mais dans cette vidéo, je vais pas vraiment parler moto, je vais plutôt partager avec vous mes déboires avec Peugeot. Depuis que j'ai acheté Manuka, qui est un Peugeot Expert 3e génération, j'ai eu 5 pannes majeures, du stress, immobilisation du véhicule et beaucoup d'argent. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, ici on parle habituellement plutôt sur Manuka d'aménagement de van. Et le mien, ça fait 3 ans que j'y travaille. Et quand on est propriétaire d'un véhicule aménagé, on a besoin de beaucoup de sérénité en termes mécaniques. Particulièrement pour les personnes qui y habitent à l'année. Et pour ceux qui partent en road trip plusieurs semaines, ça peut devenir une véritable galère quand on se retrouve en panne à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres de chez soi, avec un van qui est gavé de vêtements, de denrées périssables, avec un frigo, de l'eau et une bouteille de gaz. En fait, ce que je vis actuellement, c'est une véritable mise en péril de mon projet d'aménagement et de la chaîne aussi. Bref, j'ai l'impression que j'ai pas choisi le bon cheval et que je suis victime actuellement d'un constructeur qui manque à ses obligations élémentaires. Vendre des véhicules fiables, les maintenir et les réparer professionnellement et en toute confiance. Prendre ses responsabilités en cas d'implantation de technologies non maîtrisées qui pourraient compromettre la sérénité ou la sécurité du conducteur et de ses passagers. Respecter ses clients qui sont la clé de voûte de son activité et informer ses clients en toute transparence. On va parler dans cette vidéo de forfait de diagnostic erroné, de défaut ou d'absence de conseil, de manque de respect envers le client et de coûts de prestations stratosphériques. Bref, je suis pas content du tout, mais je vais étayer chacun de mes propos. On peut aussi considérer ça comme une histoire tout à fait banale d'un automobiliste, comme il y en a plein les forums, les revues et les sites spécialisés, et puis la télévision aussi. Mon objectif ici est que ce partage d'expérience puisse servir à des personnes qui sont soit en recherche de porteurs pour un projet d'aménagement van life, soit pour des personnes qui sont en recherche d'un véhicule déjà aménagé sur base Peugeot ou Citroën. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue parce que j'ai plein de choses à dire, mais surtout restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai 5 recommandations qui sont le fruit de mon expérience malheureuse. Bon, quoi qu'il en soit, il faut continuer à garder le moral, personne n'est mort à part le véhicule et vous me connaissez, je vais tout de même essayer de vous raconter ça avec un petit peu d'humour parce que l'humour finalement, j'ai toujours pensé que c'était un très bon médicament. Mais vous pourrez aussi décider de regarder cette vidéo comme une enquête policière avec des rebondissements et la mort du van à la fin. Très franchement, cette histoire-là, si quelqu'un d'autre me l'avait racontée, j'y aurais pas cru. Je précise également que je ne donnerai qu'un minimum d'explications techniques parce que je suis pas garagiste. Et puisque je suis tombé en panne à la campagne, je vous emmène avec moi faire une petite balade dans la campagne. Et allez hop, vamos a contar. Contar, raconter quoi, voilà.
Mais avant de commencer à vous raconter mes mésaventures, je vous précise 2-3 petites choses ici en préambule, notamment qu'aucune personne ni aucune société ne sera nommée précisément et explicitement dans cette vidéo, parce que mon but est absolument pas de nuire, je vais utiliser plutôt des pseudonymes et le droit de réponse existe bien sûr en commentaire de cette vidéo. Pour rappel, le groupe Stellantis a été créé en 2021 et il regroupe 17 marques, dont Peugeot, Citroën, DS, Opel et Fiat. Et avant, ça s'appelait PSA, qui a été créé en 1969. Le groupe s'était fixé pour objectif entre 2019 et 2021 d'être numéro 1 du service et de la qualité produit. Vous allez voir que dans mon cas, on est bien loin du compte. Je précise également avant de commencer que je vais tâcher d'être le plus précis possible dans la retranscription des échanges que j'ai eus avec Peugeot, des dates et des chiffres, facture à l'appui. Parce que moi, mon objectif, c'est absolument pas de raconter des histoires, mais plutôt de vous raconter des faits réels qui se sont vraiment produits. Et enfin, je précise bien que cette vidéo est un partage d'expérience qui ne remet absolument pas en cause le fait que d'autres utilisateurs de la marque sont contents de leur expérience avec leur véhicule. En termes de contexte, je vous parle un petit peu de mon expérience des véhicules, puisque j'ai une 50aine d'années maintenant, et je dois dire que ma famille, mes parents avant moi, et puis ensuite mon frère et moi-même, on a été vraiment très assidus. De Peugeot et Citroën, on a eu de la 204, de la 205, des Diane, une AX, et mon dernier véhicule en date, c'est un Citroën Jumpy de 2e génération. Et je dois avouer que jusqu'à présent, j'avais vraiment considéré tous ces véhicules-là comme des véhicules fiables et robustes, qui tenait vraiment la durée. Dans les années 80 et 90, Peugeot a remporté de nombreux titres, notamment grâce à la 205, et il a été élu champion du monde des constructeurs en 1992. Bref, Peugeot était considéré vraiment comme le fleuron de l'industrie automobile française. Et à cette époque-là, Peugeot s'appuyait sur un réseau de garages de proximité, des garages à taille humaine, où le garagiste connaissait le nom, le prénom du papa, de la maman, des enfants, et presque le nom du chien aussi. Mais surtout, connaissait l'historique des véhicules, parce qu'il les suivait sur une longue période. Bon, vous inquiétez pas, c'est ma petite séquence, c'était mieux avant, mais je l'assume. Mais depuis plusieurs années, Stellantis a fait le choix de la concentration. Et moi, je pense que la concentration, dans de nombreux domaines, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Du coup, on trouve de moins en moins de garages de proximité. On va trouver dans les grandes villes notamment des concessions, de grosses concessions, très impersonnelles, où le service se dégrade. Et par exemple, on est reçu dans ces grosses concessions, non pas par un garagiste, mais par un conseiller commercial. Et juste l'intitulé conseiller commercial, ça présage rien de bon. Et mon conseiller commercial, enfin en tous les cas celui avec lequel j'ai échangé plusieurs fois, il s'appelle Jean-Benoît. Bien sûr, il ne s'appelle pas Jean-Benoît, c'est un nom d'emprunt juste pour la vidéo comme ça. Donc s'il vous plaît, si vous appelez Jean-Benoît et que vous regardez cette vidéo, surtout ne vous sentez pas offensé ou blessé, je ne suis absolument pas Jean-Benoît-ophobe, non. J'apporte maintenant quelques précisions sur les éléments importants qui ont guidé mon choix au moment de l'achat du porteur, notamment le fait que j'avais envie d'un petit volume, parce que je savais qu'on serait au maximum 2 personnes à l'intérieur du van. Dans un premier temps, je me suis dit que j'avais pas l'intention d'y vivre à l'année, donc un véhicule de type transporteur avec un toit relevable, ça aurait été une bonne solution, ça me permettait de rester debout à l'intérieur du van, parce que ça c'était un critère important, véhicule maniable et faible encombrement. Je me suis orienté vers un véhicule d'occasion pour des raisons évidentes de coût, et pour les mêmes raisons, je me suis dit que j'allais l'aménager moi-même, parce que ça me permettrait de complètement le personnaliser. Je pourrais avoir un véhicule vraiment qui est à mon image, et puis par affinité aussi, parce que j'aime bien le travail manuel. Je me suis également dit que ce serait peut-être une bonne idée d'acheter un véhicule relativement récent, parce que du coup, le moteur consommerait moins, et puis, a priori, j'aurais éventuellement moins de problèmes mécaniques. Et c'est là que j'ai commis une énorme erreur. Voici donc les différentes options que j'avais envisagées, et pourquoi j'en ai écarté certaines. Mais ça n'est pas un discours universel. Bien évidemment, d'autres personnes pourraient choisir d'autres véhicules en fonction de leurs besoins. La toute première idée qui m'est venue à l'esprit, bien évidemment, c'est le mythique transporteur Volkswagen dans ses différentes versions. Mais malheureusement, à l'époque où je l'ai cherché, il était soit très cher, soit littéralement introuvable. Il a fait rêver tellement de générations de futurs vanlifers, ce véhicule. Et du coup, je n'ai même pas eu l'occasion de l'essayer, donc je ne peux pas vous donner mes impressions sur ce véhicule, j'ai jamais passé la première. Deuxième option envisagée, le Mercedes Vito. Et là, franchement, j'étais chaud, très chaud. J'en ai essayé 2,
Et là, grosse déception, pour moi il y avait un vrai problème de motorisation. C'était vraiment très poussif et j'étais un petit peu inquiet en me disant que quand j'allais charger du poids à l'arrière avec l'aménagement, ça risquait d'être un petit peu compliqué. Mais là, une nouvelle fois, ça n'engage que moi. J'ai écarté également le Renault Trafic, principalement pour des raisons d'esthétique, mais aussi par méconnaissance de la marque tout simplement. Le Ford Transit Custom, quant à lui, aurait certainement pu être une très bonne option, notamment parce que Ford a une bonne réputation en termes de robustesse de ses véhicules. Néanmoins, j'avais lu quelques critiques un petit peu mitigées, je ne connaissais pas du tout la marque et il était carrément au-dessus en termes de prix. Nissan propose quant à lui deux véhicules, les NV200 et NV300, pour lesquels très sincèrement j'ai pas vraiment trouvé mon compte en termes de volume intérieur et d'esthétique. Je me suis donc intéressé ensuite au Peugeot Expert et ses cousins, le Citroën Jumpy, l'Opel Vivaro et le Toyota ProAce, qui sont construits sur la même base. Et parmi tout cela, j'ai plutôt opté pour le Peugeot Expert, qui est réputé avoir un petit peu plus de finition que Citroën, et puis je trouvais qu'il avait une jolie petite gueule tout simplement. J'ai donc opté pour le Peugeot Expert 3e génération, qui était le plus récent en 2021 lorsque j'ai fait mon achat, et il était relativement trouvable. On pouvait réussir avec quelques heures de recherche, mais on arrivait à le trouver sur le marché d'occasion. Et me voilà donc l'heureux propriétaire en mai 2021 de mon petit van que j'appelle Manuka et que j'achète à une société qui s'appelle, allez on va dire, je vais l'appeler Tartampion Utilitaire. Le véhicule a 95 000 km et je l'achète pour la modique somme de 16 400 € tout de même, carte grise comprise. Le van dispose de 3 mois de garantie et il a été mis précédemment à disposition d'une société qui faisait du nettoyage industriel. Et très franchement, lorsque je les récupère, il est en très bon état intérieur et extérieur. Et je précise parce que ça va avoir beaucoup d'importance pour la suite, Tartampion Utilitaire effectuait l'entretien de ses véhicules dans son propre garage, donc pas de facture. Et là, c'est le début de mon rêve de van aménagé qui commence. Je suis comme un dingue. Si vous l'avez raté, vous pouvez faire un petit tour sur cette vidéo où je faisais un petit van tour avant travaux de Manuka, à l'époque où j'étais encore qu'un bébé sur YouTube. Et les premiers ennuis ont commencé très tôt, un mois seulement après l'achat. Voyant défaut moteur, hop, retour Tartampion, immobilisation du véhicule, diagnostic Peugeot et on remplace le réservoir FAP et un capteur pour la modique somme de 647 € qui ont été pris en charge par la garantie Tartampion. Pour la faire courte, le FAP, c'est le filtre à particules fines. C'est un élément de dépollution qui se trouve entre le catalyseur et le silencieux d'échappement. Et il est obligatoire sur les moteurs diesel depuis 2011 et il s'encrasse particulièrement sur les trajets courts. Manuka a donc dû être utilisé principalement en ville. Et je vais maintenant vous parler de la deuxième panne qui est liée au AdBlue ou AdBlue, vous prononcez comme vous le souhaitez. Mais avant ça, je vais définir un petit peu, sans rentrer trop dans les détails, qu'est-ce que c'est le AdBlue et à quoi ça sert. L'AdBlue a été créé en 2014 par plusieurs constructeurs et pétroliers qui se sont mis ensemble pour créer la norme de pollution qu'on appelle Euro 6. L'AdBlue, c'est un liquide qui est constitué aux 2/3 d'eau déminéralisée et d'1/3 d'urée. L'urée, c'est le composant principal de l'urine humaine. C'est complètement biodégradable et ininflammable. On diffuse ce liquide sous forme de brouillard pour le mélanger au gaz d'échappement qui, à ce moment-là, vont se transformer en gaz. Deux gaz, l'azote et la vapeur d'eau, qui sont considérés comme inoffensifs. La consommation annoncée est relativement faible, 2 litres pour 1000 km. Bref, sur le papier, ça semblait être une invention géniale. Et personnellement, j'applaudis des deux mains. Si on peut limiter la pollution de nos véhicules, allons-y. Et beaucoup de gens y sont allés, de nombreux constructeurs. Il fallait y aller à ce moment-là, ça semblait vraiment très bien. Mais là où le bas blesse, c'est que ce produit, il a tendance à former des cristaux, notamment sur les courts trajets et à faible charge. Du coup, on remplace le catalyseur ou le réservoir avec un reste à charge important pour le client, entre 1000 et 3000 €. C'est un produit qu'il faut en fait protéger de la poussière, de la chaleur, de la lumière, qu'il faut le stocker entre -6 degrés et 25 degrés, et puis qu'on peut aussi attraper des allergies par contact et par inhalation. En octobre 2023, en Italie, un accord est signé pour l'indemnisation des consommateurs. Par contre, en France, en avril 2024, l'association de consommateurs UFC
que choisir échoue dans sa démarche. La DGCCRF estime que l'AdBlue ne comporte aucune non-conformité réglementaire vis-à-vis de l'environnement. Et ce malgré un nombre astronomique de bidons en plastique qui, on le sait, peuvent finir dans la nature, et puis aussi une grosse pollution qui est liée au transport. D'autant plus qu'on est en train de se dire maintenant que la production d'azote et de vapeur d'eau encourage l'effet de serre. Quoi qu'il en soit, le voyant d'AdBlue se déclenche pour nous en août 2022, globalement un an après la première panne, alors qu'on était en train d'effectuer un road trip en Bavière. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce road trip. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien un petit rattrapage est possible. Et du coup, quand le voyant de AdBlue s'allume, c'est particulièrement stressant parce que sur l'affichage central, au niveau de l'autoradio, il y a un décompte qui se fait. Il ne vous reste plus que 1000 km, plus que 800 km, plus que 600 km. Et la grande trouvaille de ce AdBlue, c'est que quand on arrive à zéro au niveau du décompte, ça bloque carrément la mise sous contact. On ne peut plus rouler. Le voyant étant intermittent, heureusement, on arrive à regagner la France et je confie le véhicule à Jean-Édouard, à la concession Stellantis qui se trouve près de chez moi. Oui, je sais, j'avais dit Jean-Benoît au début, mais j'ai envie de jouer. Le diagnostic en concession me coûte 70 €. Il faut apparemment remplacer le réservoir d'AdBlue et la vanne EGR. Le réservoir d'AdBlue coûte tout de même 1022 € hors taxe, prise en charge à 67% par Peugeot. Mais cette prise en charge, attention, elle ne m'a pas été proposée lors de ma première visite où j'ai eu une réaction un petit peu énergique, on va dire. Par contre, on me l'a proposée lors de la deuxième visite. Et il faut savoir que ces prises en charge, généralement, sont proposées pour les véhicules qui ont moins de 5 ans. On appelle ça une prise en charge automatique. Et pourquoi 67% de prise en charge, allez-vous me dire? C'est parce que Peugeot applique un coefficient de vétusté en fonction de l'âge du véhicule. Mais ça, à la limite, je peux tout à fait l'entendre. Mais ce que j'ai un petit peu plus de mal à intégrer, c'est que soit on est responsable d'un défaut, soit on ne l'est pas. On n'a pas le cul entre deux chaises. Et en fait, cette prise en charge de Peugeot ne concerne que la pièce, pas la mise en œuvre. Donc sur ce coup-là, je me retrouve avec un reste à charge de 687 €. Je reviens maintenant sur la vanne EGR. En gros, c'est un organe de dépollution qui va collecter entre 5 et 40% des gaz d'échappement pour les réinjecter dans l'admission. En gros, c'est un robinet. Étant donné que la combustion est plus grasse sur les moteurs diesel que sur les moteurs essence, ça crée un encrassement de la vanne, des durites, du moteur. Ça peut entraîner aussi une surconsommation et éventuellement aussi une perte de puissance. Et c'est à ce stade que je vais commencer à parler de tarifs déraisonnables. Devis pour le remplacement de la vanne EGR chez Peugeot, 1235 €. Chez un garagiste multimarque, 996 €. C'est 25% plus cher. Et on va maintenant faire un saut dans le temps, quasiment un an plus tard, en avril 2024, avec un nouveau voyant de défaut moteur qui s'allume sur l'autoroute des Landes et une brutale perte de puissance. Rapatriement en train, dépanneuse et immobilisation du véhicule pendant une semaine. Cette fois-ci, je confie le van à un garage de proximité dans une petite ville de 2700 habitants où le forfait de recherche de panne me coûtera 78 €. Ils effectuent donc plusieurs tests sur route, passent la valise et m'expliquent que le défaut a été déclenché par le turbo, mais que mon turbo est sain et que je peux continuer à rouler sereinement. Ils ont effacé le voyant. Mais moi, je trouve que ça manque un petit peu de professionnalisme, tout ça, parce qu'on peut effacer un voyant sans gérer la source du problème, et le problème va revenir, et ça n'a pas manqué. Le voyant, il s'est rallumé. Nous voici donc 2 mois plus tard, en juin 2024, retour du voyant. Et cette fois-ci, on était à 400 km de chez nous. Mais on décide tout de même de terminer le voyage, parce que quand on coupe le contact et qu'on le remet, on arrive à retrouver la puissance. Et du coup, retour en concession pour discuter avec monsieur Jean Barnabé, qui me fixe un rendez-vous de diagnostic 3 semaines plus tard, qui sera facturé 169 €. Et c'est là où je commence à vraiment pas être en phase avec certaines pratiques, notamment le fait qu'on immobilise un véhicule pendant 2 jours pour lire un diagnostic. Brancher une valise et lire les diagnostics sur ce qui ressemble à une petite tablette, franchement, tout le monde vous le dira, ça prend entre 15 et 30 minutes. Pourquoi immobiliser un véhicule pendant 2 jours? D'autant plus que Peugeot ne propose pas de véhicule de remplacement. Moi, j'en ai pas besoin de véhicule. Mais si on pense à un artisan, par exemple, qui a besoin de travailler vraiment au jour le jour avec son véhicule, on ne lui propose pas de véhicule de courtoisie. Parce que Jean-Édouard m'explique que, en fait, tout ça, c'est sous-traité entre différentes sociétés de Peugeot et ça leur coûte de l'argent.
Mais on s'en serait douté que ça leur coûte de l'argent. Du coup, ce service n'est tout simplement plus proposé. Et ce fameux forfait de 169 €, j'explique à Jean-Étienne que je refuse de le payer parce que je l'ai déjà payé il y a 2 mois dans un des garages du groupe pour une recherche infructueuse et un problème qui n'est toujours pas solutionné. Et pour justifier ce tarif exorbitant, on m'a donné 2 arguments qui m'ont littéralement scié les jambes. Premièrement, on m'explique que je devrais finalement m'estimer heureux parce qu'à la concurrence, ça peut être beaucoup plus cher, notamment chez les constructeurs allemands, plus de 200 voire 300 €. Sauf que dans le garage multimarque qui est en train de prendre en charge Manuka, le forfait de recherche de panne, il est, vous savez à combien? 18 €, soit 9 fois moins cher. Quand on paye cher, on peut s'attendre à la qualité. Or, j'ai subi au total 2 diagnostics erronés. Et le deuxième argument, alors là franchement c'est cadeau, je vous l'offre, Jean-Sébastien m'explique qu'il faut 2 personnes pour réaliser le diagnostic. Une personne qui brancherait la valise et une deuxième qui lirait les diagnostics sur l'écran de la tablette. Ben moi ça m'a vraiment fait sourire, ça m'a fait penser à un sketch sur les travaux publics par exemple. Étant donné que je refusais de payer, on m'a obligé à signer un chèque de caution qui n'a pas été débité pour l'instant heureusement, sans quoi je ne pouvais pas repartir avec mon véhicule. Le van était séquestré. Mais j'ai tout de même fini par l'avoir ce diagnostic qui disait précisément suspicion de turbo grippé. Du coup, remplacement du turbo et de l'électrovanne. Mais là aussi, il doit très certainement y avoir un souci parce que les symptômes d'un turbo grippé, ce sont des sifflements et des fumées excessives à l'échappement. Et moi, j'ai constaté ni l'un ni l'autre. À ce stade, je me vois proposer par Stellantis un devis de 3 337 € pour le remplacement du turbo, sur lequel certaines lignes attirent mon attention, notamment un forfait B2B de remplacement des plaquettes et des disques de frein pour 526 €. Non seulement, d'une part, je ne suis pas venu là pour réparer mes freins, mais d'autre part, un forfait identique chez Feu Vert, par exemple, ça coûte 189 €, soit 3 fois moins cher. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, B2B, ça veut dire business to business. C'est-à-dire que ce forfait, logiquement, on devrait l'appliquer à des sociétés, à des entreprises. Et moi, je ne suis pas une entreprise. Je suis B2C, business to customer. Je suis un client. Et ça, je l'avais déjà constaté, cette erreur-là. Parce que quand j'avais rendez-vous dans la concession, sur l'écran d'accueil, je voyais mon horaire avec autre chose que mon nom en propre. Je voyais le nom d'une société. Et là, je ne sais pas quoi dire, parce que ça fait 2 ans que je leur ai signalé. Du coup, on appelle ça comment? De la désinvolture, de l'incompétence? Sur le devis, il y a aussi une ligne forfait B2B pour le remplacement des 2 pneus avant. Enfin bref, je fais enlever tout ça pour arriver à un second devis pour le turbo seul de 2 259 €. Et moi, j'explique à Jean-Bernard que je ne suis pas d'accord pour payer. Un turbo ne doit pas flamber au bout de 130 000 km. Dans ce qui commence à ressembler à une négociation, je reçois 2 nouveaux arguments qui, là encore, m'ont scié les bras. La première chose, c'est « Monsieur, je ne les fabrique pas ». Ah bon? Mais si Peugeot ne fabrique pas mon Peugeot Expert, pour le faire réparer, il faut que je m'adresse à qui? À mon boulanger? À un plaquiste? Deuxième argument, ça ne remet pas en cause votre sécurité? Ah non, ça ne remet pas en cause ma sécurité. Par contre, mon véhicule, il ne fonctionne pas. Il a une perte de puissance et il y a des voyants qui s'allument de partout sur mon tableau de bord. Et la sécurité d'ailleurs, ça ne sort pas de nulle part. Je vous en parlerai en fin de vidéo quand on parlera des airbags. Mais à ce stade, je vais me faire l'avocat du diable parce que Jean-Kévin, après tout, c'est un être humain. Donc des clients mécontents comme moi, si ça se trouve, il en croise quand même un certain nombre dans la journée. Donc de 2 choses l'une, soit il essaie de se défendre avec les moyens du bord et visiblement une certaine maladresse, on va dire, soit chez Stellantis, c'est institutionnalisé. Et là, ce serait plus grave. C'est-à-dire que Jean-Kévin, il suit peut-être un stage de temps en temps où on lui fournit des éléments de langage, un petit peu comme nos politiques, pour pouvoir contrer un client qui serait mécontent. Mais ça, j'aurai très probablement jamais la réponse. Partant de là, on m'explique que la seule solution pour moi, c'est de faire une RLC, une relation client, comme ils appellent ça chez eux, c'est-à-dire une demande officielle de prise en charge, toute ou partielle, des travaux. Et on me demande toute une liste de documents, notamment, je ne sais pas pourquoi, 2 factures qui sont antérieures à mon achat. En fait, si, je sais pourquoi, il m'a expliqué Jean-Kévin, c'est parce que Stellantis apparemment aurait changé de système informatique. Donc il voit les dates sur son ordinateur, mais il n'a pas le détail des factures. Ces factures d'entretien, je comprends tout à fait que c'est pour justifier que le véhicule a été entretenu tout le long de sa vie correctement. Et on m'explique bien que des factures chez Feu Vert ou Norauto peuvent être valides, et c'est mon cas. J'ai reçu une réponse 1 semaine plus tard à ma demande de RLC, une réponse très laconique sur 2 lignes qui m'expliquait en gros que mon véhicule n'avait pas été entretenu comme il faut. Ce à quoi j'ai répondu que je voulais qu'on me dise précisément
durant toute la vie du véhicule, quelle était la facture qui était manquante. Et là, Jean-Paul, il m'a littéralement ghosté. Je n'ai jamais eu de réponse. Et je vais maintenant vous parler de ce qui me semble vraiment le plus grave dans cette histoire. Quand j'ai emmené mon véhicule, il n'y avait aucun voyant au niveau du tableau de bord. Ça, je l'avais expliqué, parce que les voyants s'allumaient, s'éteignaient de manière intermittente. Et lorsque j'ai récupéré mon véhicule après ces 2 jours d'immobilisation pour diagnostic, en fait, j'ai mis le contact et là, c'était un véritable sapin de Noël. J'avais même un voyant qui n'était pas là précédemment. Et les voyants, ils étaient permanents. Alors là, moi, je me pose une question très simple. Comment on peut laisser venir un client en concession avec aucun voyant allumé et le laisser repartir avec des voyants allumés de manière permanente? Étant donné qu'on avait eu une discussion un petit peu énergique avant que je récupère mon véhicule, je ne suis pas retourné dans la concession. Je me suis dit que les voyants, ils étaient finalement peut-être comme avant et ils allaient finir par s'éteindre. Mais ils ne se sont jamais éteints. Et autre chose très grave, quand j'ai récupéré mon véhicule, à part s'extasier sur la qualité de mon aménagement qu'il s'était permis de montrer à ses collègues, Jean-Baptiste ne m'a donné aucun conseil de conduite. Ni conduire plus lentement, ni laisser le véhicule à la maison, surtout ne plus rouler avec, rien de tout ça. Et ce rôle de conseil, il me semble que c'est quelque chose de tout à fait essentiel chez un garagiste. Quoi qu'il en soit, en attendant la réponse de Stellantis à mon mail, j'ai continué à utiliser le véhicule. Un mois et quelques centaines de kilomètres plus tard, cette fois-ci c'est le voyant de surchauffe qui s'allume. J'arrête le véhicule immédiatement, je lève le capot et là je constate que j'ai plus du tout de liquide de refroidissement et il y a eu des projections plein le moteur. J'ai remis du liquide de refroidissement mais pour atteindre notre destination il a fallu qu'on s'arrête tous les 10 km et attendre entre une demi-heure et 1 heure pour que le moteur refroidisse. Et là, rebelote, dépanneuse et un rapatriement en train qui nous aura pris 8 heures. Je réussis à faire déposer le van chez un garagiste multimarque qui me donne son diagnostic. En fait, c'est la wastegate qui est défaillante. Le turbo, lui, est tout à fait sain. La wastegate, ou soupape de déchargement, limite la pression des gaz d'échappement qu'on envoie sur la roue de la turbine du turbocompresseur. En gros, pour faire simple, c'est un organe de commande du turbo. Et ce garage multimarque, qu'on appellera le garage Dupont par exemple pour les besoins de la vidéo, m'informe que sur son système, lui, il voit qu'une prise en charge est possible par Peugeot. Alors que quand je me suis présenté en concession, en première instance, on m'en a pas du tout parlé. Ce qui prouve bien que tout comme le AdBlue, le problème de turbo est récurrent sur ce modèle. Le garage Dupont me fournit un devis pour le remplacement du turbo de l'ordre de 1 500 €. Il faut savoir également que le coût de la wastegate c'est 250 € environ, soit un quart du prix du turbo. Mais là, malheureusement, aucun garagiste ne s'engagera à ne changer que la wastegate. Mais ça, pour en connaître la raison, il faudrait leur poser la question, parce que c'est bien dommage. Mais le coup de grâce arrive avec un deuxième coup de fil qui m'amène un deuxième diagnostic. Apparemment, le joint de culasse du moteur serait détruit. Et ça, c'est la panne vraiment la plus grave et la plus coûteuse qu'on puisse avoir sur un véhicule thermique. En gros, pour faire simple, mon moteur n'est plus étanche. Le liquide de refroidissement passe à l'intérieur. Mais malheureusement, lorsque le voyant de surchauffe se déclenche, il est déjà trop tard. C'est-à-dire que la culasse, elle aussi, s'est déformée, ce qui nécessite un remplacement de moteur. Et là, je peux vous dire que ça a été la grosse douche froide. Et à nouveau, le garage Dupont m'informe que le concessionnaire Peugeot qui se trouve à proximité reçoit beaucoup de véhicules dont le joint de culasse est détruit. Ce serait donc une fragilité connue sur ce type de modèle. Bon bref, c'est le grand chelem quoi. J'appelle le fameux concessionnaire en question qui m'explique que là aussi il faudrait faire une demande de RLC parce que cette fois-ci, le véhicule a plus de 5 ans. Alors moi je me pose la question, ça ressemble à de l'obsolescence programmée en fait. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas le loisir et les finances pour remplacer son véhicule tous les 5 ans. Quand on achète un véhicule, notamment un van pour l'aménager, on ne s'attend pas à acheter un véhicule jetable. J'obtiens néanmoins un devis de Stellantis pour un échange standard de moteur, un moteur complet qui comprend le turbo, à 7 074 €. Mais attention, ça ne comprend pas la pose et la dépose. Et sur ce type d'opération, il faut compter environ 20 heures de main d'œuvre. Et la troisième information importante que m'apporte le garage Dupont, c'est qu'ils ont trouvé le véhicule avec l'électrovanne du turbo débranché. Et c'est pas moi qui l'ai débranché l'électrovanne du turbo parce que je serais incapable de vous dire où aller. Donc je mouline et je me dis mais en fait c'est lors de mon passage à la concession Stellantis, lorsqu'ils ont fait leur diagnostic, qu'ils ont débranché l'électrovanne du turbo.
sans m'en informer. Et ça, c'est quand même assez grave, parce qu'on peut penser que le fait que le véhicule ait tourné sans le turbo, il a eu tendance à surchauffer. Et c'est ça qui aurait pu provoquer le joint de culasse. Mais ça, je le saurais probablement jamais, parce que je ne peux pas non plus exclure l'hypothèse que ce moteur, il avait peut-être déjà précédemment une faiblesse. Et me voilà parti à la recherche d'un nouveau moteur. Et me voici expert S-Moteur, parce que je vous passe les détails, mais il y a 3 références compatibles pour le même moteur qui est équipé de nombreux véhicules. Et au bout d'une semaine de recherche, y compris sur le Bon Coin, je finis par trouver un moteur. Malheureusement, j'en trouve en Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas. Mais avec un peu de persévérance, je finis par trouver le seul moteur complet disponible en France auprès d'un prestataire en Seine-et-Marne qui m'inspire plutôt confiance. Le fait que ce moteur soit si difficile à trouver, c'est lié au très grand nombre de clients qui ont eu des soucis avec et qui cherchent à le remplacer. Donc le moteur devient rare et malheureusement tout ce qui est rare est cher. Le moteur que j'ai trouvé est de 2015, il est 3 ans plus âgé que le mien. Par contre, il n'a que 90 000 km, il a un peu moins roulé, alors que le moteur actuel a 130 000 km. Néanmoins, ces 90 000 km ne sont pas garantis parce que le moteur a été démonté dans une casse sur un Peugeot 508. Petite précision au passage, j'ai trouvé des moteurs à 500 €, mais un moteur à 500 €, logiquement, il doit y avoir un loup. Une nouvelle fois, c'est le moment de sortir le chéquier et là, franchement, ça fait mal. 4 200 € livrés, auxquels je dois rajouter 2 031 € pour le démontage de l'ancien moteur et le remontage. Mais tout ça, ça reste néanmoins moins cher que chez Stellantis. Avec un délai d'intervention inconnu, parce que le garage du pont, en plein été, il est littéralement submergé. À ce stade, j'avoue que tous ces soucis ont tout de même bien entamé la qualité de mon sommeil. Parce qu'en fait, j'avais 2 angoisses. La première, c'est que ce moteur de remplacement convienne bien à Manuka. Et la deuxième, c'est que ce moteur pouvait potentiellement, dans 1000, 5000 ou 10 000 km, présenter les mêmes défaillances que le moteur précédent. À ce stade, je me retrouvais de toute façon au pied du mur. J'allais pas laisser Manuka prendre la poussière dans le coin d'un parking. Du coup, il a fallu trouver une source de financement. Et la source de financement la plus évidente, c'est mon épargne, mais au détriment d'autres choses, comme l'alimentation et les loisirs par exemple. Le coût total de ces 5 pannes en 3 ans, c'est 8 561 €, dont 7 914 à ma charge. C'est véritablement astronomique. Dans mon cas, ça représente la moitié du prix d'achat du van. J'ai parcouru avec ce van 32 000 km et ça représente un coût au kilomètre de 25 centimes d'euros. C'est-à-dire que sur toute cette période-là, au lieu de payer mon litre de diesel 1,60 €, je l'aurais payé 1,85 €. Je vous propose maintenant de quitter mon cas personnel pour prendre un petit peu d'altitude au niveau du groupe Stellantis. Je reviens sur le AdBlue qui a tout de même généré 4 500 plaintes en Europe, dont 3 000 en Belgique sous la forme d'une action de groupe. Et contrairement à l'Italie où un accord d'indemnisation des clients a été trouvé, eh bien en France, le groupe a décidé, sûrement parce qu'il y a beaucoup plus de clients en France, de gérer les choses au cas par cas. Le cas par cas, ça veut dire gain de temps et donc d'argent. Mais comment ne pas mentionner le maintenant tristement célèbre moteur essence PureTech, une innovation de 2012 qui était un 3 cylindres plutôt prometteur. Ce moteur a équipé et continue d'équiper de nombreux modèles d'entrée et de moyenne gamme chez Peugeot, Citroën, DS, Opel, dont la 208 qui s'est vendue tout de même à 200 000 exemplaires en Europe. Ça a été la voiture la plus vendue en 2022. Il a été élu moteur de l'année pendant 4 ans, de 2015 à 2018. Et pour lui, 210 brevets ont été déposés. En s'inspirant de l'innovation Ford du moteur EcoBoost, une équipe d'ingénieurs ingénieux a prévu que la courroie de distribution baigne dans l'huile pour qu'elle dure plus longtemps. Malheureusement, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Détérioration prématurée de la courroie qui chemine dans tout le moteur, bouche la pompe à huile, résultat, échange moteur. Certains clients subissent aussi une surconsommation d'huile, jusqu'à 60 € par mois, et beaucoup de casses de bougies, dont les particules tombent dans la chambre de combustion, et bim, échange standard. Et ce qui est beaucoup moins médiatisé, effondrement des performances de freinage, ce qui crée un grave problème de sécurité.
Stellantis a été contraint à ce sujet par l'Union européenne au rappel de plusieurs milliers de véhicules pour remplacer la pompe à vide qui pilote le freinage. Une action de groupe est actuellement en cours en Belgique. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Autre information qui n'est pas du tout médiatisée, lorsque Stellantis prend en charge le remplacement d'un moteur défectueux, il n'est pas remplacé par un moteur neuf, mais par un moteur reconditionné à Vesoul, c'est-à-dire un moteur qui potentiellement a déjà eu des soucis. Les clients qui sont au courant de ces soucis potentiels préfèrent mettre carrément en vente leur véhicule. C'est arrivé à une personne très proche qui possède une 208 et qui l'a mise en vente. Le souci, c'est que la vente de ces véhicules-là sur le marché de l'occasion devient très compliquée et les garagistes eux-mêmes refusent de les reprendre. Prenons le cas d'une cliente du garage du Pont qui amène sa 208 d'à peine 60 000 km qui mange de l'huile. Le garagiste lui indique que sa courroie est particulièrement détériorée et qu'il faut filer chez Peugeot. Elle file chez Peugeot et vous savez ce que Peugeot lui répond ? Madame, nous on ne touche pas au véhicule tant qu'il n'y a pas de voyant allumé au niveau de votre tableau de bord. Le problème, c'est que quand le voyant est allumé, il est déjà trop tard. Abordons maintenant le cas des airbags défectueux de la marque japonaise Takata qui équipe essentiellement la DS3 et la Citroën C3. Ces airbags contiennent des produits chimiques qui se détériorent avec le temps, l'humidité et les fortes températures. Des milliers d'utilisateurs ont été priés de cesser d'utiliser leur véhicule par courrier recommandé. Et actuellement, il y a 12 morts recensées en France. L'explosion de l'airbag produit des projectiles sur le visage et le corps qui sont identiques à des impacts de balles de gros calibre. Ces projectiles peuvent perforer un œil, se loger dans le cerveau ou arracher un bras. Honda a effectué ses premiers appels en 2008. Le problème est donc connu depuis plus de 10 ans. Que fait Stellantis ? Et pour boucler la boucle, le groupe a décidé, à partir de septembre 2024, de commercialiser 2 modèles électriques chinois en France et dans 8 pays d'Europe. Étant donné les soucis rencontrés sur la maintenance des véhicules produits en France, une question simple se pose. Quid de la maintenance de ces futurs véhicules ? Mais un constructeur automobile ne se résume pas à des sites de production, des usines, des machines. Ce sont aussi des hommes, des ouvriers, des cadres, une direction qui prend de plus ou moins bonnes décisions. Logiquement, le bénéfice net de Stellantis au premier semestre 2024 a chuté de 48% par rapport à l'année précédente. Et le cours de l'action à la Bourse de Paris, il a chuté de 40% en 6 mois. À la tête du groupe se trouve M. Carlos Tavares, dont j'ai tout de même envie d'évoquer la rémunération. Quitte à passer pour un dangereux bolchevique, mais ça, j'assume. Sa rémunération en 2023 a été de 36,5 millions d'euros. Pour la division, c'est facile, il y a 365 jours par an. Ce monsieur gagne donc 100 000 euros par jour, soit 4 000 euros de l'heure. Et il se définirait lui-même comme un psychopathe de la rentabilité. Outre le caractère indécent de cette rémunération, est-ce que ce ne serait pas un petit peu cher payé tout de même pour prendre de très bonnes décisions pour le groupe, mais des décisions qui sont très impactantes pour ses clients? Autre sujet qui me fait réagir, il me semble qu'un employeur aussi puissant a également une responsabilité sociale. Et n'avoir en tête que la rentabilité, généralement, ça induit de la casse sociale. Il faut savoir qu'en octobre 2024, 2450 salariés dans le Michigan vont être licenciés. Et je vous propose maintenant de redescendre à notre niveau parce qu'avant même que je publie cette vidéo que vous êtes en train de regarder, plusieurs abonnés de la chaîne, que je salue bien, m'ont envoyé des petits messages pour me raconter aussi leur déboire mécanique. C'est que ça finirait bien par me donner chaud toutes ces histoires. Allez, je commence avec Jean-Louis qui nous dit « Bonjour, j'ai eu le même genre de désagrément avec mon avant-dernier camping-car sur châssis Citroën, neuf, tombé en panne le lendemain de la livraison, immobilisé pendant près de 6 mois. Bien à toi et bon courage. » Dans son cas, c'est de la limaille de fer qui a été retrouvée dans le moteur, donc remplacement du moteur et du calculateur sur un véhicule neuf. Au vu de mon expérience, finalement, je devrais m'estimer plutôt chanceux. Je continue avec Vincent qui nous dit « Bonjour Philippe, la poisse dis donc. » Ouais, ça pour une poisse. Pareil Stellantis, pompe AdBlue, distribution, des problèmes connus où il faut se battre pour la garantie. À 67 000 km, ça fait pas beaucoup. Sans doute ma dernière Peugeot,
mon fourgon est par ailleurs un Master 3. Ben voilà, je crois que tout est dit. Et ce qui est vraiment triste dans toute cette histoire, c'est que finalement, il y a sûrement de nombreux clients historiques des marques du groupe qui vont se détourner de ce constructeur. Et je terminerai avec Christelle qui nous dit « J'ai le même expert que toi et mon garagiste, Sigley Peugeot, m'a dit lui-même que ce n'était pas un bon véhicule, notamment au niveau AdBlue. J'espère que tu pourras rapidement retrouver la route avec Manuka. » Là, c'est le constat d'échec ultime, avec un garagiste Peugeot qui ne recommande plus les véhicules de sa propre marque. Quoi qu'il en soit, je vous remercie très chaleureusement pour vos marques de sympathie et tous ces témoignages, mais mon petit doigt me dit que suite à cette vidéo, il va y en avoir encore beaucoup. Et puis, pour ceux qui seraient actuellement mécaniquement dans la panade, eh ben, courage! Le temps est venu pour moi de conclure cette vidéo. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, éventuellement plusieurs fois. Mais pour conclure, je dirais que je ne suis pas contre l'innovation. Mais pour moi, les innovations, elles doivent être vraiment testées et approuvées avant qu'elles soient implantées sur les véhicules, plutôt que ce soit le client qui en paye les frais. Parce qu'il me semble qu'en 2024, on doit être capable de mettre sur banc d'essai un véhicule qui n'explose pas au bout de 100 000 ou 130 000 km. Il devrait être capable de faire au moins 300 000 km sans broncher. Je terminerai en tirant 5 conclusions et modestes recommandations issues de mon expérience. Toute première chose, et franchement, je n'imaginais pas pouvoir dire ça un jour, Peugeot, c'est fini. Manuka, ça a été le dernier achat pour moi d'un véhicule de la marque Stellantis. Et ça, j'en suis vraiment triste parce que, accessoirement, ça aurait pu permettre de faire travailler des personnes en France. Indépendamment de mon cas personnel, j'aurais envie de vous dire que si vous êtes actuellement en recherche d'un véhicule, d'un porteur pour un projet d'aménagement van life, n'allez pas vers un Peugeot Expert, un Citroën Jumpy ou un Toyota Pro-Ace. Vous risquez d'aller au-devant de gros soucis. Il vaudrait mieux plutôt opter, si vous voulez vraiment ces véhicules-là, opter pour la version précédente, la version 2, qui n'avait pas notamment de AdBlue. Ça paraît très certainement triste de dire ça en 2024, mais à l'heure actuelle, il vaut mieux acheter un véhicule plus ancien, qui a 10 ou 15 ans. Il sera plus robuste, plus résistant, plus durable qu'un véhicule fabriqué ces 5 à 10 dernières années. Il sera très certainement plus facile à réparer et certes moins performant, mais pour faire la van life, c'est pas très grave, parce que c'est une autre manière de voyager, plus lente. Autre modeste recommandation, si vous avez actuellement un projet d'achat de véhicules de loisirs aménagés en concession ou via un aménageur, je vous conseillerais d'éviter les bases Peugeot et Citroën récentes. En tous les cas, prenez bien le temps de vous renseigner sur la motorisation qui est véritablement le cœur de la machine et les éventuels problèmes mécaniques annexes. Autre recommandation très importante, conservez très précieusement toutes vos factures d'entretien. Elles vous seront très précieuses si vous avez besoin à un moment donné de négocier une prise en charge par le constructeur. Et dans le cas de l'achat d'un véhicule d'occasion, demandez bien un historique complet au vendeur. Et enfin, pour finir avec mon cas personnel, je dirais qu'un garage Peugeot ou une concession Stellantis, c'est à peu près le pire endroit où je puisse faire réparer mon véhicule. Vous vous souvenez peut-être de cette publicité de Renault qui disait « Qui mieux que Renault peut réparer ma Renault ?» Eh bien moi, Peugeot m'a prouvé le contraire. J'irai dorénavant chez des garagistes multimarques de proximité que d'une part j'ai trouvé bien plus investis et qui d'autre part pratiquent des tarifs qui je trouve sont bien plus en phase avec ce que les personnes gagnent. Et je ne peux pas terminer sans parler d'un point qui est quand même important. Comment va le bonhomme? Eh bien le moral, figurez-vous, il est bon. J'ai tout de même passé un bon été. Tout ça, c'est des choses finalement qui ne sont pas très graves. Je me suis déplacé beaucoup plus à pied, à vélo, en train. Et ça a été finalement un petit peu comme une trêve dans le projet Manuka. Mais je me suis aussi rappelé que certains de mes meilleurs souvenirs en vacances, c'était des excursions en vélo avec ma petite remorque. C'est un moyen de déplacement qui est très facile à maintenir, à réparer et qui coûte beaucoup moins cher. Et je n'exclus pas d'ailleurs de peut-être repartir sur les routes avec ce moyen de transport et éventuellement de vous faire partager ça sur la chaîne.
Je vous quitte là-dessus, sachant qu'il y aura très certainement une suite à cette vidéo. Et en attendant, j'espère que Manuka va revenir très vite pour que je puisse terminer l'aménagement que je partagerai comme d'habitude avec vous en vidéo. Les nouveaux abonnés seront les bienvenus avec la petite cloche de notification. Et puis pour les autres, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Partagez le lien de la vidéo et je répondrai très agréablement à vos commentaires qui, je n'en doute pas, seront très constructifs et bienveillants. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent aller un petit peu plus loin, un petit peu plus en profondeur dans certains domaines que j'ai abordés dans cette vidéo, je vous ai mis un ensemble de liens dans la description que vous pourrez explorer si vous le souhaitez. Et en attendant, je vous dis profitez bien de la fin de l'été et à très bientôt. Bisous! Allez, je retourne chevaucher mon fidèle destrier. Triumph Sprint ST 1000 cm3. Cette bécane, elle est de 2005, elle a presque 20 ans et elle tourne comme une horloge. Alors forcément, j'y ai mis un petit peu d'entretien courant, les pneus, les vidanges, les plaquettes de frein, les différents liquides. Mais franchement, est-ce que c'est pas ça qu'on demande à un véhicule thermique? On met la clé et ça tourne. Parce que vous croyez qu'avec toutes ces histoires, j'ai envie de faire un bêtisier, hein? Vous voulez un bêtisier? Ouais? Bon, allez, puisque vous réclamez, allez, je vous fais un petit bêtisier, là, vite fait. Je vais tâcher d'être le plus près possible, Néanmoins, le souci, c'est que je ne sais plus ce que je dois dire. Ils sont actuellement, absolument, ils sont... On diffuse ce liquide. Ce liquide? On diffuse ce liquide. Vous pouvez faire un petit tour sur cette vidéo. Restez jusqu'à la bien... Oh, attends, il y a des murs par là. Alors ça c'est trop bon. Moi, j'adore les murs. Et ça, à la limite, je pourrais... Et ça, à la limite... signer un chèque de caution. Un chèque de cochon. Un chèque de cochon, oui. Mais ça va être parfait pour mon goûter, ça. C'est magnifique. Le meilleur goûter, ça. Très bon, très très bon. Beauty. Et la troisième information, je commence à fatiguer. Franchement, félicitations à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Mais j'ai été bavard. Effondrement des performances de freinage. Là, je crois que c'est le grand chelem. Là, j'ai battu tous mes records. Et la pompe à vide qui rend, qui pilote. Pour de vrai, le vélo, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu prends ton temps, t'es à la fraîche, tu fais ton petit bivouac là où tu veux. Franchement, c'est le top. Ce qui représente un coût au kilomètre de 32 sur... Les moteurs thermiques, franchement, c'est trop compliqué. Il y a trop de paramètres, il y a trop d'organes qui peuvent tomber en panne les uns après les autres. Les moteurs thermiques, pas de...